C'était une mine antipersonnelle ordinaire, une PMN-4. Sa particularité, c'est qu'elle contient une petite charge explosive, mais beaucoup d'éléments métalliques à l'intérieur du corps de la mine. Et voilà ce qui s'est passé. Quand elle a explosé, j'étais encore penché au-dessus, et les éclats m'ont arraché les 2 yeux. J'ai complètement perdu un œil, l'autre a été conservé, mais il ne voit plus. Quelques petits éclats ont aussi atteint mon visage. Vous pouvez d'ailleurs remarquer de petites cicatrices ici. À part le visage, rien d'autre n'a été touché. J'ai eu beaucoup de chance que les éclats n'aient pas atteint le cou, parce que dans ce cas, j'aurais sans doute perdu tout mon sang sur place. Finalement, tout s'est bien terminé. Gegen den Strom. Zur Person. À contre-courant. À propos de la personne. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent taire. En 1999, peu après l'entrée de la KFOR au Kosovo, j'ai visité l'hôpital de Prizren. Là-bas, j'ai rencontré 2 garçons, 14 et 16 ans. Ils étaient allongés sur leur lit, les pansements trempés de sang. Tous les 2 voulaient se gratter le pied, mais il n'y avait plus de pied. Ils avaient été amputés sous le genou parce qu'ils avaient marché sur une mine. On ne les entend pas, on ne les voit pas, on ne les sent que quand il est déjà trop tard. Un officier de la Bundeswehr m'a dit un jour: une bonne mine ne tue pas tout de suite. On peut ensuite se regarder mourir en se vidant de son sang. Et puis, il y a ces hommes et ces femmes courageux qui déminent. Ils peuvent travailler à peine 3 minutes sur un engin, puis leur concentration chute tellement qu'ils doivent faire une pause. Parmi eux, il y a Vadim Trechakov. C'est un soldat russe qui a opéré à Kherson, à Kharkiv, à Zaporizhia et à Luhansk. Il a désamorcé des mines. Mais un jour, quelque chose a mal tourné. Bonjour, Patrick Barbe. Comment ça va? Très bien. Comment allez-vous? Vous vous sentez bien aujourd'hui? Vous vous êtes remis de la perte de la vue, de l'opération? En ce moment, je me sens vraiment très bien. La vie suit son cours. J'ai une famille aimante, des amis, une épouse, un travail que j'aime. Je pense qu'un peu plus de 3 ans se sont écoulés depuis ma blessure. Et dans l'ensemble, je me suis bien rétabli, physiquement comme moralement. Je suis prêt à continuer à vivre et à motiver les autres à faire de même, quoi qu'il arrive. J'ai perdu la vue à cause d'une explosion. Après cette perte, il a bien sûr été assez difficile de m'habituer à de nouvelles conditions de vie. J'ai dû réapprendre beaucoup de choses, apprendre à m'orienter dans l'espace, à m'occuper de moi au quotidien. Heureusement, ma famille m'a beaucoup aidé. Mon épouse, surtout, m'a très activement réintégré dans la vie, et je lui en suis profondément reconnaissant. Aujourd'hui, avec le développement des technologies, il est évidemment beaucoup plus facile de faire face aux défis que la vie me lance, que ce soit dans mes études, dans mon travail ou dans la création musicale. Donc à ce stade, on peut dire que je me suis complètement réhabilité et adapté après ma blessure. À l'origine, vous êtes né au Daghestan, vous aviez des projets tout à fait différents, vous vouliez faire des études de droit. Qu'est-ce qui vous a finalement conduit vers l'armée? Vous avez vraiment bien préparé cet entretien. Vous avez étudié les informations. Après avoir terminé mes études de droit au collège, j'ai décidé d'entrer à l'université dans la même spécialité. Mais, selon la loi sur le report du service militaire, je devais quand même faire mon service obligatoire dans l'armée russe. À un moment donné, on m'a proposé de rejoindre une unité du génie près de Moscou et de devenir un professionnel dans ce domaine. J'ai voulu tenter ma chance.
Ça m'intéressait beaucoup. Aller dans d'autres pays, participer au déminage, apprendre ce métier. Alors j'ai décidé de signer un contrat et de partir servir comme sapeur. J'ai signé ce contrat en 2020. J'ai aussi entendu au début de votre intervention que vous mentionniez Kharkiv et Zaporizhia. Je n'ai pas été dans ces villes pendant l'opération militaire, mais j'ai été dans la région de Kharkiv à la frontière. En revanche, je n'ai pas travaillé dans la région de Zaporizhia. Alors je dois me corriger, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ceci. Pourquoi êtes-vous devenu démineur? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier si particulier, si exigeant, qui demande autant de responsabilités et de concentration? Eh bien, je pense que si on m'avait proposé une autre spécialité militaire, par exemple tireur d'élite ou conducteur d'un véhicule, j'aurais sans doute accepté aussi. Mais à ce moment-là, c'est cette proposition-là qui est arrivée, et je considère encore aujourd'hui que ça m'a apporté beaucoup d'expérience de vie. Ça m'a appris qu'il ne faut pas se tromper 2 fois dans la vie, peu importe dans quel domaine. Et je pense que c'est un métier vraiment utile, surtout dans la zone de l'opération militaire spéciale, parce que les démineurs ne sont pas nombreux, et encore moins ceux qui sont qualifiés. Là-bas, on a fait tout ce qu'on pouvait, et même plus, pour protéger certaines personnes des mines, et d'autres des obus tombés qui n'avaient pas explosé. Je crois sincèrement qu'on a beaucoup aidé ces gens-là. J'ai une fois parlé avec un démineur allemand, j'ai fait une interview avec lui. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous travaillez sur une mine ?» Et il m'a répondu « Rien. Si quelque chose se passait en moi, je serais déjà mort. Et vous, comment c'est pour vous ?» Pour moi, tout s'est passé à peu près de la même façon. Il faut toujours garder la tête froide, vraiment froide, pour ne pas faire de bêtises, pour éviter tout geste inutile qui pourrait provoquer une explosion. Et bien sûr, il faut toujours garder en tête les règles de sécurité, celles qui ont été écrites dans le sang, et ne jamais les oublier quand on travaille avec des mines. Que ce soit pour le déminage, le minage ou même la préparation au déminage. Parce que certains outils de sapeurs, comme les détonateurs ou les cordons détonants, peuvent eux aussi être dangereux. Il faut savoir les manipuler correctement. Il y a eu beaucoup d'accidents graves, des gens qui ont été imprudents avec ces outils et qui ont fini par sauter, parfois en perdant des membres. Donc, la règle, c'est une tête froide et des pensées tournées uniquement vers la bonne exécution du travail, en gardant toujours les consignes en mémoire. Chez les démineurs comme vous, il y a une règle. Ce qu'on ne connaît pas, ce qui ne vient pas de vous, mieux vaut ne pas y toucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez les démineurs, il y a une règle bien connue. D'ailleurs, il circule sur Internet une chanson humoristique à ce sujet, qui dit en gros, si tu ne l'as pas posé, ne le ramasse pas. Si tu ne l'as pas installé, ne le démonte pas. Et si tu es déjà là, fais ce que tu as à faire sur place. Autrement dit, si on tombe sur un objet explosif qu'on ne connaît pas, on ne s'en approche pas, on ne le touche pas, et si possible, on le détruit sur place. On a aussi rencontré beaucoup de munitions étrangères qu'on ne connaissait pas du tout. Certaines étaient conçues de manière à ce qu'un démineur ne puisse même pas s'en approcher, parce qu'elles étaient équipées de capteurs magnétiques qui réagissent aussi à l'équipement. Heureusement, dans notre cas, elles avaient déjà été désactivées, donc rien de grave ne s'est produit. Depuis, on s'est fixé une règle simple. Si on voit un objet explosif non identifié, on ne s'en approche pas. On essaie de le neutraliser à distance, autant que possible. La plupart des gens en Allemagne ne savent pas vraiment pourquoi les mines sont si dangereuses. Pouvez-vous nous l'expliquer?
Les mines, en réalité, sont vraiment très dangereuses. Il en existe une grande variété. Certaines ont un capteur de pression et sont enterrées dans le sol. D'autres sont montées sur des fils pièges, avec un rayon d'action dirigé ou circulaire. Il y a aussi des mines commandées manuellement, installées sur des positions qu'on peut activer en cas d'attaque. On a également rencontré des mines reliées à un détecteur de mouvement. Dans ce cas, une pièce peut être piégée. Et dès qu'une porte s'ouvre ou qu'une personne passe à un endroit précis, la mine explose. En fait, les mines tuent très souvent, non pas parce qu'elles provoquent immédiatement des blessures mortelles, mais parce qu'il est impossible de donner des soins médicaux à temps. Et la personne finit simplement par se vider de son sang. En particulier dans le Donbass, la population est exposée au danger des mines depuis 2014. Depuis l'opération antiterroriste de l'armée ukrainienne, des mines ont été posées et c'était un grand danger, y compris pour les enfants. Des enfants sont morts, c'est un fait. Est-ce que vous en avez été témoin? Sur le territoire de Lysychansk, donc dans le Donbass, en République populaire de Louhansk, on a surtout été confronté au problème du minage, et plus précisément du minage à distance des écoles et des jardins d'enfants. Les plus courantes, et aussi les plus effrayantes pour tout le monde, ce sont les mines en forme de pétales, très difficiles à repérer dans l'herbe. Justement, sur le terrain de 2 écoles de Lysychansk, on en a ramassé et détruit plusieurs. Certaines étaient même tombées sur les toits ou dans les arbres. Beaucoup de gens se plaignaient que parfois, en passant à côté, le vent pouvait simplement déplacer une mine, elle tombait, et des enfants se blessaient. Ce genre de situation, on l'a vu plus d'une fois. Et on a même trouvé des preuves que toutes ces mines avaient été placées là, non pas après le début de l'opération militaire spéciale, mais bien avant. Ces mines papillons sont en fait des mines antipersonnelles classiques. Elles ne visent pas les véhicules, mais les êtres humains. Avec quel type de mine avez-vous eu affaire? Plutôt des mines anti-chars ou des mines antipersonnelles? Nous avons surtout travaillé avec des mines anti-chars, parce qu'elles sont plus simples à manipuler et plus sûres. Elles se déclenchent uniquement sous les véhicules lourds, donc leur seuil de déclenchement est plus élevé. Mais nous avons aussi dû intervenir sur des mines antipersonnelles, celles qui étaient enterrées directement dans le sol, surtout sur les lignes de contact, là où se déroulaient les combats. Quant aux pétales, nous en avons trouvé surtout en ville. C'est là qu'il y en avait le plus. Ce sont des mines, conçues pour viser l'infanterie, bien sûr. Mais pour une raison que j'ignore, les forces ukrainiennes les utilisent contre la population civile, car sur les positions militaires, nous n'en avons pratiquement pas trouvé. Vous-même, vous avez eu un grave accident, vous avez perdu la vue. Pouvez-vous m'expliquer exactement ce qui s'est passé, où et quand c'était? J'ai perdu la vue un jour tout à fait ordinaire, pendant une mission de déminage. C'était dans la République populaire de Lougansk. On déminait une zone qu'il fallait absolument nettoyer pour pouvoir tirer l'électricité jusqu'au village. L'hiver approchait. Les gens avaient besoin de chauffage, et ils n'avaient ni électricité, ni rien du tout. Notre tâche, c'était précisément de déminer la zone où passaient les lignes électriques. Le terrain était littéralement couvert de mines, comme un tapis. Et sur l'une d'elles, qui avait sans doute été un peu enfoncée dans le sol avec le temps, j'ai appuyé légèrement avec ma sonde. Apparemment, elle était placée sous un angle particulier, juste celui qu'il ne fallait pas, et comme elle était encore un peu écrasée par la terre au-dessus, elle a explosé, en plein dans mon visage. Alors, vous avez touché le détonateur avec la sonde, c'est bien ça? Ou comment dois-je me l'imaginer? C'était une mine antipersonnelle ordinaire, une PMN-4.
Sa particularité, c'est qu'elle contient peu d'explosifs, mais beaucoup de petits éléments métalliques à l'intérieur du corps de la mine. Et il s'est trouvé que quand elle a explosé, comme j'étais encore penché au-dessus, les éclats m'ont frappé directement aux deux yeux. J'ai perdu un œil et l'autre a été entièrement conservé, mais il ne voit plus aujourd'hui. Quelques petits éclats ont aussi touché mon visage. Vous pouvez d'ailleurs remarquer, j'ai de petites cicatrices sur le visage. À part ça, rien d'autre n'a été blessé. J'ai eu beaucoup de chance que les éclats n'aient pas atteint le cou, parce que dans ce cas, j'aurais sans doute perdu tout mon sang sur place. Mais au final, tout s'est bien terminé. Pourtant, vous aviez le visage couvert de sang. Vous êtes resté calme et vous vous êtes prodigué les premiers soins. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai reçu les premiers soins parce que dans chaque groupe, il y a toujours un médecin. Il est formé, il sait quoi faire dans toutes sortes de situations, y compris en cas d'explosion. Il sait comment s'approcher correctement, comment agir. D'abord, bien sûr, c'est un autre sapeur qui s'avance vers le blessé. Il vérifie la zone autour de celui qui a sauté sur la mine et dégage un passage pour qu'on puisse l'évacuer sans danger. Dans mon cas, comme tout autour était fortement miné, j'ai dû, je crois, leur indiquer un peu comment s'approcher de moi pour que ça aille plus vite. Ce n'était pas agréable, évidemment. Alors, vous étiez vous-même blessé, et pourtant vous avez encore indiqué le chemin au secours. Comment avez-vous réussi à appeler les premiers secours? Au moment de l'explosion, je ne savais pas encore que mes yeux étaient complètement touchés et que je ne verrais plus jamais. Je gardais l'espoir que ce n'est que quelques éclats qui m'avaient atteint et que si je ne voyais rien, c'était simplement à cause du sang qui coulait de mes sourcils. Juste 2 minutes avant, j'avais littéralement sorti plusieurs mines du sol et je les avais posées sur mon passage, à gauche et à droite de moi. C'était pour éviter que mes camarades ne marchent dessus, parce qu'elles étaient difficiles à repérer, surtout dans une situation pareille. Il y avait un autre homme à quelques mètres de moi. Lui aussi a été un peu aveuglé par l'explosion. Mais dans son cas, c'était de la terre qui lui était entrée dans les yeux. Alors, pour que personne autour de moi, ni ceux qui viendraient m'aider dans la panique, ne sautent sur une mine, je leur ai indiqué où se trouvait sa vaisselle que j'avais Ezio. Vous avez donc été opéré d'urgence. C'était dans un hôpital militaire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment s'est poursuivi le traitement médical? Vous avez subi plusieurs opérations, n'est-ce pas? Les tout premiers soins médicaux, je les ai reçus à l'hôpital régional de Lugansk. Là-bas, on m'a retiré les éclats, nettoyé les plaies, et on m'a apporté toute l'aide médicale possible dans ces conditions. Ils m'ont remis sur pied, puis on m'a évacué par les premiers vols disponibles, d'abord vers Rostov, puis de Rostov vers Saint-Pétersbourg. C'est là qu'on m'a opéré pour restaurer la vue et qu'on a fait des interventions esthétiques pour stocker un aspect normal. Et puis, il y a eu toute la période de ma rééducation. Après toutes les opérations aux yeux, j'étais dans un état un peu affaibli et on a essayé de me remettre sur pied avec des perfusions et tout le reste. Ma famille, je crois, l'a ressenti encore plus parce que pendant un moment, je ne donnais plus de nouvelles. Si je ne me trompe pas, c'est ma femme qui a été la première à apprendre que j'avais été blessé en écrivant à mes camarades. Ensuite, mes proches ont contacté le commandant, qui leur a dit que rien de grave ne m'était arrivé, que j'étais vivant, avec mes bras et mes jambes intactes. Après ça, on s'est enfin retrouvés tous ensemble à Saint-Pétersbourg. Mes parents et ma femme sont venus là-bas pour m'aider et me soutenir. On garde toujours l'espoir de retrouver la vue après un tel accident. Comment avez-vous compris que ce ne serait finalement plus possible, que vous ne pourriez plus voir pour le moment? Et qu'est-ce que ça a provoqué en vous?
Au moment où j'ai appris que ma vue ne reviendrait pas, ça faisait déjà presque 1 an que je l'avais perdue. Bien sûr, il y avait eu des tentatives pour la récupérer, mais j'ai fini par l'accepter calmement, parce que je m'étais déjà habitué à vivre sans voir. J'avais même commencé à réfléchir à l'avenir, à comment j'allais vivre sans la vue, à ce que je pourrais faire. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé ma voie. Je fais de la musique. Je crois que dans les prochaines années, je pourrais vraiment réaliser mon potentiel dans ce domaine. Et maintenant, je n'y pense plus vraiment. C'est comme si je n'avais jamais eu la vue. Vous avez retrouvé le goût de la vie. Vous êtes quelqu'un d'engagé. Comment avez-vous réussi ça? Qui vous a aidé? Je dirais même que j'ai commencé une nouvelle vie, parce que de l'ancienne, il ne reste presque rien. Ni les passions, ni beaucoup d'amis. Ceux qui m'ont aidé à revenir à cette vie, c'est bien sûr ma famille, ma femme, mes parents, mes amis qui sont toujours là, qui me soutiennent et m'aident. Il y a aussi mes collègues, qui ne m'oublient pas, qui m'écrivent, qui m'appellent. En somme, les gens s'entraident. L'être humain a besoin d'un autre être humain. Notre plus grande richesse, Splil Tuai. J'imagine que le plus grand défi, c'est de trouver une nouvelle mission, un nouveau travail. Comment avez-vous réussi à vous réorienter? Pendant ma rééducation, à la fois psychologique et médicale, j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont orienté, qui m'ont indiqué où je pouvais m'adresser et qui m'ont aussi aidé, en partie, à mettre en pratique certaines de mes compétences. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'éducation. Nous œuvrons pour rendre l'enseignement plus accessible aux enfants en situation de handicap. Nous organisons des cours sur la communication inclusive. Et moi, j'étudie pour devenir enseignant-psychologue, en même temps que mon épouse. C'est d'ailleurs elle qui m'a beaucoup aidé à entrer dans cette nouvelle vie, à comprendre où je pouvais me réaliser et dans quoi m'investir. Je pense qu'à ce stade, tout se passe plutôt bien pour nous. J'ai lu que vous aviez commencé des études de psychologie. Pourquoi avoir choisi la psychologie cette fois et pas le droit? Je me suis dit que dans le métier de juriste, il faut beaucoup communiquer avec la bureaucratie, c'est-à-dire gérer sans arrêt des papiers et des documents. Et franchement, aujourd'hui, c'est pas très pratique. Les lois changent vite. Le rythme de vie des juristes est très soutenu. Il faut toujours être au courant de tout. La psychologie, c'est plus proche de moi. Je suis quelqu'un de calme, j'aime parler avec les gens, j'aime les aider. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Et puis, à l'avenir, j'aimerais, parmi d'autres projets possibles, aider les anciens combattants à se réhabiliter, leur apporter un soutien psychologique, une aide après les combats. Parce qu'une personne qui est elle-même passée par là peut les comprendre beaucoup mieux. Un accident comme celui-là, une explosion aussi violente juste devant vous, a forcément aussi une dimension psychologique. Moi-même, je n'ai pas vécu quelque chose d'aussi grave, mais j'ai connu des situations similaires, l'explosion de mines anti-chars, le danger des mines, les tirs. Et parfois, encore aujourd'hui, je me réveille en pleine nuit, trempé de sueur. C'est comme un traumatisme qui revient sans cesse. Et vous, comment le vivez-vous? Parfois, bien sûr, je fais encore des cauchemars sur la guerre, les combats, les mines. Mais je pense que le temps guérit tout. Et surtout, il faut apprendre à vivre avec ça. Aujourd'hui, je crois que j'y arrive beaucoup mieux. Ces rêves sont devenus bien plus rares. Et même quand ils reviennent, ils ne me font plus aussi peur. En fait, j'ai travaillé tout ça en moi. J'ai réussi à lâcher prise et à m'habituer à vivre sans ce poids. Avez-vous reçu un accompagnement psychologique adapté ou est-ce qu'il faudrait en faire davantage?
Oui, d'abord, bien sûr, j'ai reçu le soutien de ma famille, un soutien psychologique. Ensuite, j'ai aussi suivi une rééducation psychologique et médicale dans ma ville. Et je pense que ça m'a vraiment aidé, que ça m'a donné l'élan nécessaire pour recommencer à travailler, à étudier et à faire ce que j'aime. Pour moi, c'est comme ça, et c'est toujours le cas. Je revis sans cesse ces situations menaçantes, la nuit, dans mon sommeil, dans mes rêves, et puis je me réveille. Et vous, comment ça se passe pour vous? Quelles images vous reviennent à l'esprit? Ce moment précis, quand j'ai été blessé par l'explosion, je crois que je n'en ai pratiquement jamais rêvé. J'ai fait d'autres rêves, peut-être un peu similaires, avec des situations proches, des images que mon esprit invente. Mais des rêves directement liés à cette explosion, non, ça fait très longtemps que je n'en ai pas eu. Je pense que j'ai simplement réussi à en tirer une certaine expérience personnelle. Et c'est sans doute pour ça que ça ne me trouble plus. Vous aussi, je crois, il faudrait que vous en tiriez votre propre leçon de vie pour que ça cesse de vous inquiéter. Quelles ont été vos expériences à vous? Cette expérience m'a appris qu'il faut toujours être attentif à ce qu'on fait et essayer de ne pas se tromper. Les règles ne sont pas là par hasard. Il faut rester vigilant, se protéger soi-même et protéger ceux qui nous entourent. Parce qu'une erreur, même d'une seule personne, peut avoir des conséquences et faire souffrir ensuite les autres autour d'elle. Quels sont vos projets pour la suite de votre vie? Faire de la musique, continuer à progresser dans ce domaine, aider les gens à travers des activités sociales, contribuer autant que possible à rendre l'environnement plus accessible, obtenir bien sûr un deuxième diplôme, mais cette fois dans ma spécialité, la psychologie, et puis simplement continuer à vivre. Y a-t-il encore de l'espoir pour vos yeux? Bien sûr, il y a toujours de l'espoir, surtout quand on voit à quelle vitesse la technologie progresse. J'ai entendu récemment qu'en Russie, des chercheurs avaient réussi à régénérer le nerf optique d'un lapin qui avait été endommagé. Et justement, c'est exactement là que se situe mon problème. Le nerf optique et la rétine. J'espère qu'au cours des 5 ou 10 prochaines années, on apprendra à les réparer. Comme je suis encore jeune, tout est devant moi. Et je pense que j'aurai la chance d'attendre cette avancée médicale et de voir le monde autrement. Vous avez 25 ans aujourd'hui et vous savez ce que signifie la guerre. Auriez-vous un mot à dire à tous ces jeunes de votre âge qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas vécu un accident aussi grave causé par une mine? Bien sûr, je leur souhaiterais que les combats épargnent les jeunes, que tout ça ne les touche pas, même si au fond, quelqu'un doit bien faire ce travail. Idéalement, ce devrait être surtout des professionnels. Et puis, j'aimerais leur dire aussi d'apprendre à réfléchir davantage. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont très influencés par les tendances sur Internet. Et ça leur fait souvent plus de mal que de bien. J'aimerais simplement que tout le monde soit un peu plus bienveillant. Chaque erreur peut être la dernière, dit le démineur Vadim Tetyakov, qui a perdu la vue à cause d'un grave accident sur une mine. Mais il ajoute aussi: j'ai retrouvé le chemin d'une nouvelle vie. À toutes les personnes de son âge, les jeunes d'aujourd'hui entre 20 et 30 ans, ils souhaitent que la guerre n'entre jamais dans leur vie. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Ici, dans Contre le courant, nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Restez avec nous. Bleiben Sie dabei.